Bonsoir à tout le monde. Euh, je suis très honoré de me retrouver dans cette session ce soir où on va essayer de faire une discussion sur une thématique vraiment très intéressante euh, sur les séquestrations du carbone. Je pense que là, vous devez voir ma présentation très bien. Voilà. Donc, moi, je suis. Voilà. Donc, comme Laetitia l'a dit, je suis ingénieur agronome des formations, s'il faut dire comme ça. Je suis beaucoup plus spécialisé dans la séquestration de carbone dans les sols. Voilà. Mais les sujets que nous allons traiter aujourd'hui, c'est vraiment une thématique euh, qui doit intéresser tout le monde parce que les histoires du changement climatique actuellement, on en parle partout et pas qu'en parler, mais on les vit actuellement. Et donc, c'est vraiment une chose que j'ai fait depuis environ, depuis 2018 comme ça, ou 2017. Donc, c'est là que j'ai commencé mes premiers travaux en forêt sur les estimations des stocks de carbone. C'est vraiment une passion qui est venue vraiment, je ne sais pas si c'est une inspiration pour moi parce que je suis d'origine électricien. Je suis électricien. J'ai un diplôme d'État en électricité industrielle. Et donc, je travaillais. Donc, j'avais toujours le rêve d'être ingénieur, tout ça, euh, civil, s'il faut dire comme ça, ou ingénieur électricien. Euh, mais un jour, quand je finissais mes études, j'étais en train de lire sur Internet des trucs. Et là, on m'a parlé d'électroculture, comment euh, fertiliser avec, je sais pas, les champs magnétiques terrestres, et genre des trucs. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et c'est comme ça que j'ai été devenu vraiment passionné de la forêt. Et, et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler effectivement sur les séquestrations du carbone. Voilà. Et donc, à notre présentation, on va juste balayer quelques petits points. Notamment, on va parler, après la partie introductive, de quelques acteurs clés dans la gestion des stocks de carbone, les mécanismes de séquestration de carbone et comment donc parvenir à la mitigation et adaptation aux effets de changement climatique via la séquestration de carbone. On va faire une étude des cas et puis une conclusion. Voilà, alors donc les objectifs, nous pensons que c'est d'abord pour avoir un entendement général sur les sources d'émissions du carbone d'origine humaine, mais aussi de quelques réservoirs des stocks de carbone, en fait. On va faire une petite discussion sur comment on peut faire les estimations des stocks de carbone et comment on peut améliorer les pratiques. Mais aussi, l'autre objectif, c'est de sensibiliser tous les participants, peu importe leur, comment dire, secteur d'activité, à prendre ces phénomènes comme étant leur propre combat de bataille, en fait, ou cheval de bataille. Voilà. Et puis, pour finir, on pourra aussi, l'objectif est de permettre de comprendre d'une manière générale quelle est l'importance de la séquestration du carbone sur tous les phénomènes que nous vivons ici actuellement, sur les réchauffements climatiques. Voilà. Alors, le carbone, en soi, c'est un élément chimique non métallique. Voilà. Et donc, c'est un élément aussi très important parce que il constitue, il constitue tous les êtres vivants, en fait. Tous les êtres vivants sont constitués des carbones. Voilà, c'est l'élément principal, en fait, de la matière organique et de toutes les matières comme les protéines, les acides aminés, tout ça. Voilà. Alors, le carbone en soi, il est présent sur la Terre dans un cycle de carbone, en fait. Alors, ce cycle de carbone, et il fait, comme je vais dire, euh, une sorte de flux entre ou de mouvement entre différents compartiments de l'atmosphère à travers les processus dont, par exemple, la photosynthèse, qui est en fait euh, la photosynthèse qui est euh,
Pardon, je m'excuse. Voilà, donc la photosynthèse, c'est un phénomène à travers lequel les plantes ou les végétaux de manière générale, ils vont absorber les CO2 de l'atmosphère en utilisant l'eau et avec l'énergie solaire pour synthétiser les matières organiques. Et comme déchets, ils rejettent dans l'atmosphère les CO2, non, non, pardon, l'oxygène que nous respirons. Alors la respiration, ça c'est un phénomène inverse de la photosynthèse, mais qui est effectué par tous les êtres vivants alors qui va maintenant utiliser les sucres ou la matière organique et puis euh, avec l'oxygène dans la respiration, ça va dégager les CO2. Il y a aussi la décomposition et aussi le processus de séquestration de carbone. Mais aussi, il y a aussi les différentes émissions industrielles, tout ça. Ça participe aussi à l'augmentation des CO2 dans l'atmosphère et dans les cycles de carbone. Voilà. Alors, donc, comme je disais, alors, on doit partir peut-être par comprendre certains thèmes ou termes, comme par exemple le flux de carbone qui est juste euh, ce déplacement de carbone dans différents compartiments, dans différents réservoirs, par exemple des végétaux au sol, par exemple, ou je vais dire par exemple de l'atmosphère aux végétaux, tout ça, ça c'est le flux de carbone. Tous les réservoirs de carbone sont en fait ces compartiments-là qui permettent de stocker le carbone pendant beaucoup de temps, on dirait au moins plus ou moins grandes, comme les forêts, les sols, ainsi de suite. Alors les sources de carbone sont tous les éléments qui permettent d'émettre le carbone, ou alors tous les compartiments ou toutes les activités qui permettent d'émettre le carbone, comme par exemple les chauffages, les transports, euh, le feu de brousse, ce genre de choses sont des sources de carbone. Alors, peut-être on va parler, on ne peut pas parler sans parler de... Voilà. Euh, donc, les réchauffements climatiques, voilà. Les réchauffements climatiques, c'est aussi donc l'augmentation en fait de la température dans l'atmosphère, de la température terrestre par rapport à la moyenne normale, voilà, et qui actuellement est due aux effets des activités anthropiques. Et comparativement au changement climatique qui est beaucoup plus global en fait, qui voit toutes les variations qui sont dues maintenant aux effets du réchauffement climatique au niveau de la Terre et qui peuvent être exprimées par exemple par les variations des saisons, peuvent être exprimées par exemple par les phénomènes climatiques extrêmes comme les cyclones, tout ça. Voilà, mais c'est quand même vu au niveau de, donc, dans une moyenne de 30 ans. Voilà. OK, voilà. Donc, on ne peut pas parler aussi du carbone sans pour autant parler de l'effet de serre. Alors, l'effet de serre va être quoi? C'est juste le phénomène à travers lequel l'atmosphère se réchauffe à cause de la présence de certains gaz qui sont d'abord naturels, parce que l'effet de serre, c'est un phénomène purement naturel au départ. Et alors, il y a des gaz qui sont naturellement dans l'atmosphère, comme les CO2, l'ozone, la vapeur d'eau, le méthane. Alors, quand, euh, quand par exemple, le soleil émet, émet son rayonnement, alors il y a une partie qui est absorbée par l'atmosphère et une autre qui est absorbée par, je vais dire, par exemple, le sol, et donc la surface terrestre, et il y a une autre qui est réfléchie. Alors, celle qui est absorbée par la surface terrestre, émet aussi de la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge qui va aussi être émis de son côté dans l'atmosphère. Mais quand il rencontre ces gaz à effet de serre qui forment une sorte forme de couche dans l'atmosphère, alors ça va faire en sorte que, donc parce que ces couches-là ne vont pas accepter que le rayonnement infrarouge puisse passer, donc ça va piéger cette chaleur et ça va faire en sorte que l'atmosphère continue à s'échauffer. Alors, ce qui fait que plus ces gaz sont en train d'augmenter dans l'atmosphère, plus la capacité de cette couche-là
à faire chauffer la Terre, si je peux dire comme ça, continue d'augmenter. Alors, c'est causé par beaucoup de phénomènes comme l'agriculture, comme la combustion des énergies fossiles. Et ça a vraiment des conséquences. La première conséquence, vous l'avez su déjà, c'est le réchauffement climatique. Il y a aussi l'appauvrissement des couches d'ozone, ainsi de suite. Voilà. Alors, ces gaz agissent différemment. Ils agissent différemment. D'abord, à travers leur teneur dans l'atmosphère, mais aussi à travers ce qu'on appelle le pouvoir de réchauffement du gaz, le pouvoir de réchauffement global. Le pouvoir de réchauffement, ça va être seulement un rapport entre la capacité de ces gaz, je veux dire, à piéger et à réchauffer l'atmosphère euh, par rapport au réchauffement ou à la capacité de réchauffement d'un kilo de CO2. Donc, le CO2 est pris comme standard. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, dans les tableaux que je présente, le CO2 est 1 parce que 1 kilo de CO2 sur 1 kilo de CO2, ou alors le pouvoir de 1 kilo sur le pouvoir de 1 kilo de CO2, euh, c'est égal à 1, en fait. Et puis, c'est vu ce pouvoir sur une période de 100 ans. Et donc, par exemple, pour le méthane, c'est de 28 à 30. Donc, son pouvoir est de réchauffer. 1 kilo de méthane peut réchauffer 28 à 30 fois plus que 1 kilo donc de CO2 pendant 100 ans, commencé par la période où il a été émis. Voilà, alors donc les gaz à effet de serre de manière générale, il y a ces graphes qui montrent qu'il y a plusieurs activités et plusieurs secteurs qui ont participé à l'émission des gaz à effet de serre. Ça sont les données de 2004. Donc il y a l'industrie, il y a la forêt, il y a l'agriculture, la production de l'énergie et tout ce que vous pouvez voir sur les graphiques là-bas. Voilà, et donc on va comprendre maintenant qu'il y a un déséquilibre actuellement. Il y a un déséquilibre entre les gaz qui sont produits les gaz à effet de serre, plus particulièrement le CO2. Et le CO2 qui est absorbé, par exemple, par les réservoirs terrestres et les océans. Et ce qui fait que ici, à la fin, vous voyez, ici à droite, vous voyez qu'il y a plus de CO2 dans la nature de surplus. Et ça, c'est vu par année. Donc, chaque année, il y a plus de CO2 qui sont émis par rapport à la capacité de l'atmosphère ou des compartiments naturels à les absorber. Alors, ces phénomènes, vous allez voir que ça a commencé presque au début de l'ère industrielle qui est autour de la fin du 18e siècle. Voilà, les graphes que je présente ici commencent en 1850. Voilà. Alors, vous pouvez comprendre que les graphiques au-dessus montrent comment la température a augmenté, mais aussi en dessous, comment aussi la température ou alors la concentration du CO2 dans l'atmosphère aussi a augmenté. Alors, c'est ça qui peut faire poser peut-être la question parce que on dit qu'on a vu que les pouvoirs de réchauffement global du CO2 est inférieur aux autres gaz. Mais pourquoi alors il nous intéresse? C'est seulement parce que lui, il est émis en grande quantité alors. Donc, il va agir en fonction de la concentration qui augmente chaque fois. Voilà, alors, actuellement, il y a beaucoup d'acteurs, tant au niveau mondial qu'au niveau de l'Afrique et au niveau même de chaque pays. Alors, il y a par exemple les organisations internationales, il y a les États gouvernements, les secteurs privés comme les entreprises, tout ça qui peuvent par exemple poser des actions pour limiter leurs émissions ou alors financer par exemple les processus de diminution des gaz à effet de serre. C'est la même chose au niveau de l'Afrique où il y a l'Union africaine et alors certaines commissions économiques régionales, mais aussi ça va même au niveau des populations locales, peuples autochtones, ainsi de suite. Alors, il y a différents programmes et il y a aussi différentes politiques, comme la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il y a les programmes comme les objectifs de développement durable ou l'objectif 13 et 15, par exemple, vise directement en fait des actions sur la lutte contre les changements climatiques. En Afrique, on a aussi l'agenda Afrique 2063 qui est une vision de l'Afrique vers 2063 et parmi lesquels il y a les efforts à fournir sur les changements climatiques. Voilà. Alors, la séquestration des carbone, comme je pense que je l'ai dit, c'est le processus à travers lequel le carbone est enlevé de l'atmosphère et est piégé dans un compartiment naturel ou artificiel.
Ce qui fait qu'il y a des séquestrations, une séquestration naturelle et une séquestration artificielle. Alors, parlant de la séquestration naturelle, on voit plus principalement les forêts qui constituent en fait la plus grande partie actuellement de la biomasse terrestre, ce qui va jusqu'à 80% de la biomasse terrestre. Voilà. Et en termes d'espace, ça occupe autour de 30% de la surface totale de la Terre. Alors, ce qui fait que, avec aussi leur pouvoir de séquestration de carbone, c'est un élément très important à tenir en compte quand on parle des réservoirs de carbone. Voilà. Mis à part aussi leur vulnérabilité, en fait. Voilà. Donc, de manière générale, on a, par exemple, les forêts tropicales, les forêts tempérées, mais les forêts boréales aussi. Et on a aussi également des forêts subtropicales, mais qui ont presque le même zone ou alors le même comportement que les forêts tropicales. Alors, la particularité des forêts tropicales, c'est qu'elles sont vraiment trop riches. Elles sont trop riches en termes de biodiversité, mais aussi avec un pouvoir très élevé de séquestration de carbone, avec beaucoup plus d'espèces par hectare, beaucoup plus d'individus par hectare et une croissance qui est vraiment beaucoup plus élevée par rapport aux forêts, par exemple, tempérées et aux forêts boréales. Voilà. Alors, voilà, donc la séquestration des carbone dans les forêts va dépendre des phénomènes comme le climat ou alors des facteurs comme le climat, le système de gestion des forêts, pardon, et il y a aussi donc des exploitations, aménagements, tout ça. Voilà, c'est là que vous allez comprendre, par exemple, comme je le disais, dans les forêts tropicales, hein, regardez, en vert, c'est la biomasse et en rouge, rouge bordeaux, c'est les stocks de carbone dans le sol. Alors, vous allez comprendre, on comprend ensemble que vraiment les forêts tropicales séquestrent plus de carbone la végétation que les autres types de forêts. Et puis, dans les sols, c'est les forêts boréales. On va y arriver pour savoir pourquoi quand même il y a beaucoup plus là-bas que par rapport aux autres. Voilà. Alors, mais les grands problèmes qu'ont les forêts actuellement, c'est la déforestation. Voilà. Alors, il y a la déforestation qui augmente et qui continue la perte des forêts, mais aussi il y a aussi la dégradation d'un autre côté. Alors, on va comprendre par exemple sur les graphiques que je présente ici que d'une manière générale, les graphiques à droite de l'écran, euh, donc dans l'année 2010-2020, les séquestrations ou alors les pertes de forêts ont diminué par rapport à l'année 2020, non, 2000 à 2010. Ça, c'est au niveau mondial. Mais quand on va au niveau de l'Afrique, on voit que par exemple, les coupes de forêt ont augmenté dans notre décennie ou dans la décennie de 2020. Alors, les principales causes sont en Afrique beaucoup plus l'agriculture. Il y a aussi à un certain moment les activités minières, par exemple. Il y a aussi les exploitations illégales de forêts ou des produits forestiers non lignés, tout ça. Il y a l'expansion urbaine, voilà. Il y a l'effet de bourse, mais pas beaucoup plus en Afrique. Pas beaucoup plus en Afrique, voilà. Et c'est comme ça que vous allez voir que en Afrique, sur les graphes ici en bas, la coupe ou alors la récolte de bois d'échauffe et l'agriculture font partie des problèmes majeurs de l'Afrique. Il y a aussi, comme je disais, les changements d'utilisation de terres. En jaune ici, vous voyez que sur les graphiques ici en jaune, c'est autour de 11% en fait. C'est ça ce que je voulais seulement montrer par sur ce graphique. Donc, et c'est un phénomène qui est en train de croître. Alors, les forêts, on a dit que c'était des puits de carbone, mais ce n'est pas toujours des puits de carbone parce que à un certain moment, comme par exemple les forêts ici du sud d'Asie, on comprend qu'ils sont en fait, émetteurs de carbone, si je peux dire comme ça, parce que dans leur façon d'émettre, ils émettent plus qu'ils ne séquestrent, en fait. Donc, et tout ça peut dépendre aussi d'un système de gestion, parce que plus on gère mal les forêts, plus, par exemple, ils vont aussi émettre. Alors, la méthode de mesure des stocks de carbone, normalement, la vraie méthode pourrait être la quantification comment je peux dire, direct, quoi. Donc, pour bien mesurer qu'est-ce qu'une forêt séquestre, il faut couper les arbres, il faut essayer de mesurer chaque tonne de carbone ou chaque
grammes de carbone qu'il y a dans chaque. Parce que la forêt va séquestrer tant dans la biomasse aérienne que dans la biomasse souterraine, dans la litière, dans le sol, partout. Or, ça, c'est impossible. C'est pourquoi on parle, par exemple, d'une manière directe par les inventaires forestiers. Et les inventaires forestiers vont seulement permettre, par exemple, de récolter certaines données comme l'identification des espèces, les diamètres à hauteur des poitrines qui sont mesurés à 1,30 m du sol. Il y a les hauteurs totales des arbres, les hauteurs des houppiers, leur diamètre, l'indice de surface foliaire, ainsi de suite. Tous ces éléments permettent juste d'essayer de quantifier la biomasse. Et ça se fait souvent sur des parcelles. Ça se fait souvent sur des parcelles qui peuvent être permanentes ou non, mais souvent elles sont permanentes parce qu'on doit suivre sur une durée de temps. Alors, on calcule maintenant les stocks de carbone avec cette équation un peu allométrique. Cette équation allométrique qui est présentée ici, où les oméga ici, ou les roues, hein, voilà, il présente la densité du bois. La densité du bois. La densité du bois, c'est juste les grammes de matière par mètre cube. Voilà. Et puis, il y a les facteurs de correction comme les K ici, les A et les B, qui dépendent souvent des espèces comme la conicité, ça dépend de la région, tout ça. Et il y a le DBH qui est la hauteur. Alors, si vous comprenez cette formule, c'est une formule en fait, comme par exemple on mesure le volume d'un cylindre en fait, qu'on corrige avec la conicité, c'est tous ces facteurs ici. Mais on essaie de mesurer, on prend le bois comme un cylindre et qui séquestre autant de carbone en fait. Alors voilà, il y a ces données ici qui sont là au niveau par exemple euh, il y a par exemple cette formule qui peut être adaptée pour les forêts naturelles et les plantations. Voilà, donc c'est ça. Et ça, en dessous, dans le tableau en bas, c'est juste le rapport qui permet de convertir la biomasse aérienne à la biomasse souterraine pour voir aussi qu'est séquestre les, les roots, donc les racines, quoi. Voilà. Alors, d'une manière générale, comme on ne peut pas aller toujours, il n'est pas toujours possible d'y aller, je vais dire, centimètre par centimètre d'une forêt. Alors, il y a les GIEC, les groupes intergouvernemental d'études du climat, d'experts intergouvernementaux d'études du climat, qui proposent les niveaux d'estimation ou alors les niveaux d'études des stocks de carbone. Alors, il y a le premier niveau qui est beaucoup plus général et qui va, par exemple, partir des données générales et des facteurs d'émissions qui sont par défaut. C'est là, on va dire, par exemple, les forêts tropicales vont séquestrer autant ou vont libérer autant par hectare. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau d'analyse, c'est le niveau qui est un peu plus spécifique au site et qui va tenir compte de certains éléments comme, par exemple, le type de sol, le type de végétation, les pratiques de gestion qui vont intégrer pour essayer de savoir quel type de forêt peut séquestrer combien. Alors, il y a le troisième niveau aussi qui est beaucoup plus robuste encore et plus précis, qui va partir maintenant par les inventaires des terrains, par exemple, des mesures directes, voilà, ou même des modélisations un peu sophistiquées, quoi. Voilà. Alors, les carbones dans les sols, c'est aussi, les sols présentent l'élément le plus important, en fait, aussi de la terre, parce que il permet de séquestrer plus que dans la végétation. Voilà. Donc, il séquestre 2 à 3 fois plus dans la végétation que les carbones qui est dans la végétation. Voilà. Alors, comme vous voyez, il y a 70% du carbone total terrestre se trouve dans les sols. Voilà. Et puis, environ 50 dans les sols forestiers. Voilà. Alors, ce qui fait que les sols, il est un élément très important et on doit le comprendre. Alors, les sols, tout ce qui est dans les sols n'est pas matière organique d'abord et tout ce qui est matière organique dans les sols aussi n'est pas carbone. Voilà. Maintenant, les sols, il y a, comme vous voyez, c'est seulement 5% du sol qui est constitué de la matière organique. Le reste, c'est l'eau, l'air et aussi les minéraux. Et c'est maintenant dans cette fraction de la matière organique qu'il y a maintenant les carbones, en fait. Souvent, c'est avec un facteur de 0,5%. Voilà. Voilà. Alors, le carbone du sol va se caractériser par son temps de résidence. Il y a ce qu'on appelle le carbone labile
il y a ce qu'on appelle le carbone lent et il y a donc la décomposition est lente. Alors, il y a le carbone qui est stable. Voilà. Donc, j'ai mis MOMO, donc matière organique, mais ouais, vous comprenez avec moi que quand je parle matière organique, directement, je fais allusion au carbone. Voilà. Alors, le carbone labile, voilà, c'est le carbone qui est directement disponible, par exemple, pour tous les micro-organismes du sol, et ça les séquestre direct, ça les, je vais dire, minéralise directement et les libère donc, et l'enlève du sol. Et ça a un temps de résidence de quelques semaines à quelques mois, en fait. Voilà. Alors, le carbone là, voilà, c'est un carbone, par exemple, euh, qui est un peu plus difficile à minéraliser pour les micro-organismes terrestres ou qui est piégé, par exemple, dans des agrégats qui ne permettent pas sa disponibilité directe aux minéraux. Et ça a vraiment un temps de résidence qui va de quelques mois à quelques années. Voilà. Mais puis, il y a maintenant les carbones stables. C'est maintenant ça, les stocks de carbone, en fait, dont on parle, parce que il est plus stable et il peut aller jusqu'à à plusieurs centaines d'années dans les sols, en fonction des systèmes de gestion, toujours, bien sûr. Voilà. Et c'est pourquoi, alors, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Et on parle de l'humus parce que souvent, il se stabilise sous forme de complexes argilo-humiques dans les sols. Alors, il va dépendre aussi du climat, parce que vous allez comprendre avec moi que par exemple, dans un climat chaud, par exemple, la vitesse de minéralisation va être plus élevée que dans un climat froid. Voilà. Le type de sol, j'ai parlé des complexes, par exemple, argilo-humides. Donc, un sol qui a plus d'argile est susceptible de séquestrer plus de carbone qu'un sol sableux, par exemple, sablonné. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres éléments comme par exemple l'air qui est dans les sols, l'humidité du sol, le pH, donc l'azote total ou alors les rapports azote, carbone-azote, tout ça. Les modes de gestion des sols, comme par exemple un sol où on cultive, par exemple, avec les cultures sans labour, avec celui où on cultive en labourant. Quand on laboure, par exemple, on va amener exposer tout le sol et ce qui fait que, par exemple, les carbones même qui étaient difficilement accessibles sera accessible et sera, voilà, minéralisé, par exemple, ou même déplacé, peut être déplacé aussi par les ruissellements, tout ça. Voilà. Alors, il y a les perturbations comme le déboisement, l'agriculture, je disais ça. Il y a les incendies aussi qui peuvent causer des perturbations. Voilà. Alors, comment on mesure aussi? On mesure à travers normalement directement. Ce qu'on va faire, on va juste prélever des échantillons de sol dans là où on veut mesurer. Et puis, après avoir pris les échantillons de sol, euh, on va utiliser une formule presque similaire à celle-ci, où les OC ici, c'est la concentration en azote, en carbone organique. Voilà. Les Rho encore ici, euh, c'est la densité apparente du sol. Alors, il y a le RI qui est la teneur en éléments grossiers, en fait. Et la hauteur, c'est la hauteur à laquelle on a prélevé. Alors, je dois peut-être signaler seulement que souvent, quand on fait les études pour ce qui est de changement d'utilisation des terres et tout le reste, souvent on prend la hauteur des 30 centimètres parce que c'est la hauteur qui est beaucoup communément considérée comme là où le carbone peut varier en fonction de toutes les activités humaines possibles. Voilà. Alors, il y a aussi la télédétection et la modélisation, voilà, qui peuvent aussi être utilisées, mais c'est un peu difficile pour les stocks de carbone terrestre parce que dans les sols, parce que vraiment, il faut vraiment d'abord faire les analyses ou alors les évaluations de terrain et puis on peut peut-être généraliser. Voilà. La télédétection peut permettre peut-être de voir les photos des sols qui ont les mêmes caractéristiques, ce genre de choses. Voilà. Mais beaucoup plus, j'ai oublié de les mentionner, mais c'est aussi valable pour la végétation. D'ailleurs, pour la végétation, la télédétection, c'est facilement utilisable pour analyser tout ce qu'il y a comme végétation, tout ça. Alors, il y a ce qu'on appelle maintenant les hotspots et les bright spots du carbone organique du sol. Donc, ce sont des endroits spécifiques sur la planète où il y a peut-être des quantités élevées de stocks de carbone dans les sols
Et ce sont par exemple les forêts tropicales. Voilà. Il y a donc, comment, les pergélisols. Ce sont les sols qui sont gelés, en fait, on les retrouve sur les sols polaires. Euh, les côtés des forêts boréales, là, c'est pourquoi on a dit que les forêts boréales, ils ont vraiment des quantités élevées. Parce que les sols est gelé en permanence, donc il y a pas moyen d'activité euh, microbienne, si on peut dire comme ça. Il y a les zones sèches, il y a les terres noires, il y a les sols tourbés aussi, avec beaucoup d'eau, souvent la respiration ou alors est vraiment difficile pour certains micro-organismes pour décomposer la matière organique. Voilà. Alors, donc, la gestion, surtout, ça, c'est vraiment la première partie, en fait, c'est, je veux dire, tout ce qui cadre avec les activités humaines. Par exemple, il faut valoriser les activités qui permettent d'améliorer beaucoup plus les sols, comme l'agroforesterie, le paillage, tout ça, rotation des cultures. Donc, toutes les activités qui permettent d'augmenter plus le carbone du sol que de l'enlever. Voilà, il y a la restauration des sols dégradés, certaines politiques nationales en faveur du carbone. Alors, voilà, une bonne affectation des terres. Il y a le carbone des océans. Voilà. Les océans aussi sont parmi des compartiments qui stockent le carbone. Voilà, et représentent des éléments très importants. Alors, il y a trois manières parmi lesquelles les océans stockent le carbone. Il y a la dissolution, ou alors le carbone dissous, les CO2 dissous directement dans le sol, dans l'océan. Il y a le carbone organique, par exemple à travers les photosynthèses des phytoplanctons, et puis qui, quand ils vont peut-être sédimenter, ils vont stocker le carbone. Et il y a les carbones inorganiques dans les carbonates, par exemple, les coquilles, certains organes océaniques, quoi. Voilà. Alors, le grand problème, c'est l'acidification. Voilà, l'acidification, donc l'augmentation ou alors la diminution du pH des océans. Voilà, parce que plus la température augmente, en fait, plus les océans vont encore, les CO2 dissous augmentent et alors ça va aussi augmenter, en fait, le pH de l'océan, voilà, par les réactions chimiques qui vont s'y passer. Voilà. Alors, il y a le carbone bleu. Voilà, le carbone bleu, c'est vraiment à un certain moment, ça représente, si je vais dire toutes les zones, les régions d'abord côtières, des cours d'eau, des mers, des océans, qui sont souvent ignorées à un certain moment et qui sont aussi beaucoup plus en danger actuellement, mais qui ont quand même une capacité de stockage de carbone qui est vraiment élevée, parce que comme vous voyez, parmi cette littérature, 10 à 20 fois, donc ils peuvent stocker par rapport aux forêts tempérées boréales et 40 fois plus efficace par une tête de surface par rapport aux forêts tropicales. Donc, c'est vraiment des succès intéressants. Alors là, il y a par exemple le marais salé, les herbiers marins, il y a les récifs coralliens et il y a aussi les mangroves. Voilà. Alors, la séquestration artificielle, voilà, c'est aussi un procédé qui permet de séquestrer artificiellement les carbones, donc, et les mettre dans un compartiment artificiel qui peut, bon, peut être artificiel ou naturel, mais on peut le mettre, par exemple, dans les aquifères profonds, on peut les mettre dans les gisements pétroliers qui sont en diminution, quoi, par exemple. Et donc, on capte les CO2 dans l'atmosphère et puis on l'injecte là-bas. Bien sûr, c'est un procédé qui présente, qui est un peu ambitieux, mais qui présente beaucoup de problèmes actuellement au niveau de certaines critiques, et plus particulièrement aux risques environnementaux. Voilà. Alors, je pense que j'ai déjà parlé un peu de ça, mais je sais que tu peux y revenir, mais je n'ai plus encore assez de temps. Alors, donc la séquestration de carbone, vraiment, c'est une solution pour nous faciliter à la mitigation et aussi à l'adaptation aux effets du changement climatique. Alors, la mitigation, c'est comme la réduction des émissions, voilà. Alors, donc, toutes les activités qui permettent de valoriser ou d'augmenter la séquestration naturelle, c'est ça qu'on va prôner, l'agriculture durable, la restauration des écosystèmes, tout ça. Alors, la mitigation va partir, par exemple, par la protection et la gestion durable des forêts aussi.
Il y a aussi, par exemple, l'amélioration des zones humides, des zones côtières. Donc, peut-être on pourra vraiment y revenir dans la période des questions parce que j'ai plus assez de temps. Alors, je voulais prendre un peu le cas d'étude euh, de, du projet REDS du Maïndombe en RDC. Voilà. Alors, c'est un projet RED+. Voilà. Donc, c'est un projet de processus de réduction des émissions des gaz à effet de serre dits à la dégradation et à la déforestation. Voilà. Alors, c'est un projet qui a été normalement lancé en 2016, mais il a commencé en 2018. La première phase est partie de 2018 en 2020. Voilà. Et il avait vraiment des objectifs. Par exemple, essayer d'améliorer l'agriculture durable ou alors d'instaurer des pratiques agricoles durables dans la région, réduire les énergies, voilà, donc réduire, comment on dit, le fait que les gens utilisent beaucoup plus l'énergie de bois euh, en coupant la forêt, par exemple, voilà. Donc, ça passe par la foresterie durable. L'aménagement du territoire, il y a aussi le problème foncier qui était là, l'accès à la terre, la gestion, tout ça. Alors, les problèmes démographiques, mais aussi gouvernementaux. Voilà. Alors, en termes des résultats, quand même, selon les résultats de la première phase, il y a eu quand même une augmentation des forêts, des superficies agroforestières à plus de 100 et 2% par rapport aux prévisions. Voilà. Alors, il y a aussi eu des programmes qui ont permis de diminuer, par exemple, ou alors d'augmenter euh, les hectares boisés, voilà, et ça a facilité aussi les problèmes euh, les problèmes des coupes de forêt pour les énergies, voilà. Il y a aussi des plans de gestion qui ont été adoptés, beaucoup de plans de gestion, voilà. Et vous voyez parmi les littératures, c'était autour de 480 sur les 600 qui étaient attendus dans la première phase. Voilà, donc c'était plus que ce qui était attendu à la première phase. Alors, il y a eu de plans d'aménagement du territoire qui ont été faits. Il y a aussi les comités locaux de développement autour des 480 qui ont été installés. Donc, d'une manière générale, peut-être on pourrait revenir dans la partie des questions, je ne veux pas abuser du temps. Alors, les projets a manifesté une espérance et un taux de réussite un peu élevé. Ce qui signifie quand même que ce sont des projets qui, si une fois ils sont bien installés, bien implémentés dans des zones qui sont adaptées vraiment aux conditions de la zone, ils peuvent quand même permettre d'améliorer les potentiels de séquestration de carbone des compartiments naturels. Voilà. Alors, en conclusion, donc, on comprend que le carbone, c'est vraiment un élément très essentiel dans l'atténuation des problèmes alors des effets des changements climatiques que nous vivons actuellement. Et vraiment, nous avons vraiment besoin de faire un bon aménagement, une bonne gestion de tous nos écosystèmes pour nous permettre quand même de contrebalancer les phénomènes d'émissions de gaz à effet de serre, beaucoup plus particulièrement les CO2, qui est le gaz le plus aussi virulent actuellement. Alors, donc, il est vraiment crucial que chaque acteur, chaque décideur, que tu sois ingénieur, que tu sois étudiant, que tu sois activiste. Donc, c'est vraiment un appel à tout le monde, à son niveau, de contribuer jour pour jour à l'efficacité de la séquestration des carbone et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est par ces mots que j'ai dit et je vous remercie. Voilà. Monsieur Ladislas qui a sa main levée, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Merci beaucoup, Laetitia. Aussi, mes félicitations à Merlin par rapport à sa présentation. Et moi, j'avais en fait deux questions à poser à Merlin. J'ai attendu dans sa présentation, il a parlé par rapport à l'importance des forêts, mais aussi des océans. Mais à un certain moment, je m'attendais aussi à écouter quelque chose sur les tourbières, et donc le rôle et la part aussi des tourbières dans la séquestration de carbone. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quand il a parlé de carbone dans les océans et lacs,
En regardant aujourd'hui beaucoup de pays africains, nous avons un problème de la mégestion des déchets plastiques et qui finit se retrouver dans les océans et lacs. Maintenant, j'aimerais savoir quels sont les méfaits en fait des déchets plastiques sur le carbone qui se trouve dans les lacs et les océans. Merci beaucoup et félicitations encore à Merlin. Voilà, merci beaucoup, Ladislas. Alors, voilà, donc, hmm, pour la première question, je pense que vous allez parler de l'importance des tourbières. Comme j'ai dit, je pense que j'en ai parlé, et je pense que j'ai dit que les tourbières font partie des hotspots, donc les zones avec des concentrations élevées en stock de en carbone en fait organique. Voilà, et c'est pourquoi cela est ainsi, c'est parce que les tourbières en fait, ils ont des fortes concentrations de matière organique, mais là-bas, donc la minéralisation est lente en fait, est lente pour ne pas dire presque inexistante. Et ce qui fait que le carbone qui est dans les tourbières est vraiment séquestré s'il n'est pas dérangé par les autres activités anthropiques ou par exemple, le drainage, tout ça. Donc, j'ai dit que c'est un élément très important, en fait, c'est ça. Alors, pour ce qui est des déchets plastiques, voilà, les déchets plastiques constituent aussi un grand danger pour, euh, euh, pour les océans, et pas seulement que pour les océans, mais même pour toutes les zones côtières, tout ça. Alors, d'abord, premièrement, on a vu que il y a par exemple la séquestration par la sédimentation, et qui s'est fait par exemple avec, se fait par exemple avec la consommation, si je vais dire comme ça. Il y a par exemple le phytoplancton qui sera consommé par des petits poissons qui vont être consommés par les grands et tout ça. Alors, par exemple, si le problème des microplastiques, quand les microplastiques vont augmenter dans les sols, les eaux, pardon, alors il y a peut-être certaines espèces qui vont commencer à mourir et qui peuvent peut-être à un certain moment perturber la chaîne alimentaire. Et en perturbant la chaîne alimentaire, ça va aussi perturber les processus à travers lesquels les stocks de carbone, les carbones peuvent être séquestrés par la sédimentation, par exemple. Donc, c'est un élément très important qui va aussi déranger, par exemple, le développement de mangroves, voilà, et qui va aussi réduire le pouvoir de séquestration de carbone par le mangrove, la végétation de mangrove, par exemple. Donc, euh, pour répondre à votre question, oui, effectivement, les ou alors les plastiques, les déchets plastiques ont un effet vraiment très significatif sur les carbones dans les océans. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Sizungu, pour cette réponse. Nous avons Monsieur Harvey Elengue qui a la main levée. Vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Elengue, et poser votre question. Ok, bonsoir déjà. Je suis Elengue Harvey du Congo-Brazzaville et j'ai peut-être une préoccupation pour des questions d'éclaircissement à propos des équations que Monsieur Merlin a présentées. Et nous connaissons tous qu'il y a plusieurs études qui ont été menées pour élaborer des équations allométriques pour une bonne estimation du carbone séquestré. Et la question que je me pose, c'est que l'équation que M. Merlin a présentée, est-ce d'après lui, disons, la meilleure équation, tant soit peu sur l'estimation du carbone aérien que pour le carbone du sol? Merci. Voilà. Merci beaucoup, Hervé, pour votre question. En fait, d'abord, je parle le monopole de la bonne pensée, si je peux dire comme ça, en matière de la science. Donc,
je ne peux pas présenter ce que je pense être le mieux. Voilà. Donc, j'ai présenté des équations qui sont un peu générales. Comme je l'ai dit, et je pense que je l'ai même montré dans certains tableaux, qu'il y a des équations qui sont plus spécifiques pour, par exemple, tel type de formation forestière. Voilà. Mais d'une manière générale, les équations que je présentais, ce sont les équations les plus utilisées et les plus donc, utilisées, recommandées, si je peux dire comme ça, par les GIEC. Voilà. Donc, je me suis référé à eux, en fait, et dans mes travaux, c'est ce que je fais, c'est ça, en fait. Voilà. Mais n'empêche qu'il y a des spécificités, comme je l'ai dit, euh, qui peuvent aller même par hectare. Par hectare, vous pouvez trouver, par exemple, vous pouvez trouver des spécificités dans votre forêt et parvenir à créer ou alors à reproduire une équation allométrique qui est adaptée à votre propre forêt ou à votre propre région. Comme j'ai dit, dans les niveaux d'estimation des stocks de carbone, il y a les IPCC, donc les GIEC présentent trois niveaux. Le troisième niveau, c'est le niveau qui est comment je vais dire, précis, et donc qui part des inventaires directs sur les forêts, et les inventaires qui sont vraiment détaillés. Mais par exemple, pour les régions qui n'ont pas la technologie, qui n'ont pas le moyen financier, qui n'ont pas peut-être des connaissances ou alors des experts dans les domaines, alors on va utiliser des équations qui sont plus générales, mais aussi on va utiliser des données qui sont beaucoup plus générales, en fait, qui sont déjà données. Par exemple, on va dire pour les forêts tropicales humides, ça séquestre par exemple 30 tonnes à l'hectare. Donc, si toi, tu as une forêt humide, tu vas dire directement que c'est 30 tonnes à l'hectare. Mais s'il y a la possibilité de régénérer peut-être ta propre équation pour ta forêt, voilà, c'est le plus intéressant. Il y a même les études qui font même les équations par espèce, donc par individu. Je pense que j'ai montré quelque part les forêts de bambou. En tout cas, c'était une formule vraiment différente de ce que je montre, si vous avez tiré attention. Donc, il y a des équations qui peuvent varier. Donc, alors, pour finir, la réponse, ce n'est pas les équations que j'aime ou que je pense qu'ils sont meilleures, mais ce sont les équations les plus utilisées, en fait. Voilà. Pour une réaction tardive, en fait, juste poser la question à M. Merlin en termes de perspective, compte tenu des différents résultats que vous avez brillamment exposés. Qu'est-ce que vous reformulez comme perspective en ce qui concerne la recherche sur les estimations de carbone? Oui, donc je disais, compte tenu des résultats que vous avez présentés, OK? Et donc, je me demandais la question de savoir, Oui. est-ce que vous avez reformulé ou vous avez des perspectives d'avenir en ce qui concerne la recherche sur les questions relatives à l'estimation de carbone, compte tenu de vos résultats? Bon. OK, merci. Voilà, donc d'abord, je pense que je peux dire que les recherches vont partir en croissance. D'abord parce que c'est un problème urgent auquel il répond. Les problèmes de réchauffement climatique, c'est un problème déjà qui se sent euh, partout dans le monde. Il y a tous ces phénomènes-là, la température qui augmente, la disparition des espèces animales et végétales ou leur migration. Il y a par exemple la montée du niveau de la mer qui monte, qui augmente aussi selon les récentes données des IPCC de 2023. Donc d'abord, les recherches vont augmenter en termes d'estimation de stock de carbone. Alors, des deux, l'autre argument, c'est que il y a les activités, par exemple, dont on ne peut pas s'en passer directement actuellement, comme par exemple les transports. Vous voyez que la combustion des énergies fossiles, si vous avez vu dans une de mes graphiques que je présentais dans la présentation, euh, donc les énergies fossiles constituent les éléments, donc ils impactent plus l'augmentation des carbones atmosphériques. Mais par la même, donc,
au même moment, si je peux dire, ils constituent aussi la machine économique du monde, par exemple. Donc, actuellement, le monde tournait sans pétrole. Donc, même dans la production de l'énergie électrique, c'est encore vraiment très compliqué de les soustraire. Alors, c'est pourquoi, euh, donc, à un certain moment, on se pose toujours la question de savoir comment émettre, mais que les émissions soient nulles. Donc, on émet effectivement par rapport à notre capacité de séquestrer. C'est là que même l'idée des séquestrations artificielles est venue, bien qu'elle est encore controversée, mais il y a quand même des évolutions, des évolutions. Parce que si vous regardez même en termes d'augmentation des recherches sur ce plan-là, ça augmente chaque jour, chaque jour. Voilà. Il y a par exemple les processus de séquestration dans les produits. Il y a le processus par exemple des bioénergies, les biocarburants qui sont produits et on étudie comment efficacement les améliorer. Donc, à un certain moment, tous ces trucs-là portent à croire que on continue à essayer de faire beaucoup de recherches pour voir comment on peut améliorer les potentiels naturels et artificiels de séquestration du carbone. Voilà, c'est ça. Je pense que si j'ai bien répondu à votre question, Harvey. Ok, Monsieur Harvey ne dit rien. Je pense qu'il doit être satisfait de la réponse. J'ai des commentaires dans le chat box. C'est Monsieur Justin Louvago qui dit que l'exposé est très enrichissant. Les populations autochtones vivant autour des forêts communautaires, réserves et parcs devront bénéficier davantage des projets de foresterie et des projets sociaux afin d'espérer à une conservation durable de nos forêts. Sinon, si les bénéfices de conservation ne sont pas partagés avec les communautés, on va arriver à la disparition de certaines forêts. OK? Et le nom, c'est lien ouvert. La personne n'a pas mis son nom. Je vais juste lire le commentaire. Belle présentation. Cependant, des petites précisions que j'aurais bien voulu que l'orateur apporte. Les forêts de la partie australe de l'Asie ne sont pas source d'émissions de dioxyde de carbone. Plutôt, ce sont les activités de déforestation qui s'y pratiquent qui conduisent à ces résultats. Il ne faudrait pas que l'audience le comprenne mal. J'aurais voulu pour ma question que l'orateur revienne sur les marchés de carbone en essor au niveau mondial. Qu'en est-il pour la RDC, objet de sa présentation, qui s'est aligné en ordre utile de ce côté-là? Donc, monsieur, ok, le nom c'est lien ouvert, il dit qu'il aimerait que vous reveniez, monsieur Sizungu, sur le marché de carbone en essor au niveau mondial. Qu'en est-il pour la RDC? Voilà. Alors, d'abord, pour revenir à sa commentaire, et merci encore pour le commentaire, pardon. Effectivement, je pense que j'ai dit que les forêts, c'est le système de gestion qui parvient à ce que les forêts émettent. Voilà. Donc, et c'est pas que là-bas, mais partout ailleurs, ça peut arriver. Par exemple, si on coupe plus la forêt, par exemple, si donc tous les mauvais systèmes là dont je parlais dans ma présentation, ça peut permettre à ce que les carbones puissent être déstockés dans le sol. Or, la forêt a peut-être une capacité, si je peux dire, constante, qui doit être respectée. Alors, si le déstockage est élevé, alors ça peut conduire vraiment à ce problème et ça fait que les forêts deviennent source d'émissions ou alors source de carbone plutôt que puits. Voilà, merci pour la précision et merci de le préciser pour peut-être donc les autres membres de l'audience qui pourraient peut-être m'avoir mal compris à ce sujet-là. Alors, pour ce qui est de marché carbone, alors, c'est en fait lié aux discussions, d'abord au niveau du monde, qui permettent, par exemple, d'encourager certains efforts de conservation du carbone. Alors, c'est là que vous allez comprendre, par exemple, on va dire, alors, d'abord, il y a les crédits carbone, par exemple, c'est ça ce que j'ai dit en premier. Donc, c'est là, on va dire, par exemple, vous avez votre hectare de forêt et la forêt séquestre
par exemple, autant de tonnes de carbone. Mais peut-être votre forêt, vous pouvez vouloir couper ça pour vendre le bois. Vous pouvez vouloir couper ça pour mettre l'agriculture, pour construire des hôtels. Mais on se dit, par exemple, par rapport à ce que, à ce que la forêt est en mesure de séquestrer, on peut vous donner quelque chose en termes de rémunération pour permettre de garder ces forêts intactes parce que elles jouent au bénéfice de toute la communauté. Voilà. Alors, il y a aussi maintenant le marché carbone de manière générale. Par exemple, comment je vais partir par exemple d'un exemple. Disons, euh, au niveau du marché carbone mondial, on va dire par exemple que cette année, on peut être à mesure euh, de, comme la forêt séquestre par exemple par an 10 tonnes, prenons cet exemple au niveau mondial. Donc, on peut émettre 10 tonnes et les 10 tonnes sera séquestrées sans problème par la forêt et il n'y a pas d'émission dans ces cas. Il est presque nul. Alors, mais on va se dire maintenant, par rapport aux producteurs, tout ça, des gaz, on va dire, vous avez par exemple des tonnes, moi j'ai une tonne, l'autre a 5 tonnes qu'il peut émettre. Alors, mais dans les 5 tonnes, par exemple, moi je suis arrivé à émettre 4 tonnes par ce que je fais, par mes activités. Mais il y a une tonne de surplus. Cette tonne de surplus-là, toi qui as 2 tonnes, tu en as besoin peut-être d'une tonne pour compenser euh, tes émissions. Alors, tu peux m'acheter les une tonne là et moi, je te donne tu me donnes, par exemple, une rémunération. Ça dépend maintenant de convention, mais souvent, c'est monétaire en fonction de la valeur de cette tonne de carbone. Et maintenant, ça te permet d'émettre plus que ce que tu peux émettre parce que tu émets à ma place ou moi, j'émets à ta place. Donc, c'est quelque chose comme ça. Alors, au niveau de la RDC, ce que je sais d'abord, c'est que il y a des efforts qui sont en train d'être fournis, beaucoup plus dans la conservation ou alors dans la valorisation des forêts communautaires. Et il y a par exemple des rémunérations qui sont en train d'être faites dans le sens de garantir le bien-être des communautés locales, mais aussi de valoriser comment on dit, le, la livelihood, c'est quoi encore? Donc, le moyen de subsistance, voilà. Donc, améliorer le moyen de subsistance. Alors, ça fait partie des différents projets de scolarité, des projets de subvention XY. Alors, c'est ça. Mais, alors, je pense que la grande question que tu pourrais peut-être me poser, c'est de savoir combien coûte, par exemple, une tonne de carbone pour les forêts de la RDC. Ou bien peut-être combien rémunérer un hectare de forêt en RDC. Alors, moi, je vais me permettre de me réserver parce que c'est une conférence en ligne. Alors, j'ai peut-être des données qui sont un peu divergentes, que je ne peux pas vraiment. Mais c'est une façon de dire que, à un certain moment, il n'y a pas certaine clarté à ce niveau au pays. Ouais, donc c'est ça. Mais c'est quand même d'une manière générale des montants un peu trop bas par rapport à la normale et comparé à ce que est la forêt de la RDC en ce qui concerne les séquestrations de carbone au niveau du monde. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements sur le crédit de carbone. Je pense qu'on a tous mieux compris de quoi il s'agit. Je vais donner la parole à Monsieur Samuel, qui a la main levée depuis un bon bout de temps. Vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Samuel. Merci pour la parole, chère madame. Je tenais sincèrement d'abord à féliciter Monsieur Merlin pour sa présentation qui était en tout cas brillante. En fait, bon, j'ai été aussi un acteur dans les histoires comme ça. Je fais quelques recherches sur l'impact du changement climatique, généralement sur les ressources en eau. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a émission, c'est vrai qu'il y a changement climatique, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires qui se passent. Alors moi, il y a quelque chose qui me préoccupe. Bon, on peut dire que si on essaie un peu de penser
à nous, donc l'Afrique subsaharienne en général, ou peut-être nous comme la RDC ou le bassin du Congo, c'est vrai que si on parle en termes d'émissions, on parle en termes de séquestration, en tout cas, la comparaison n'est pas évidente avec le monde euh, euh, de l'Occident et les autres, là, les pays fortement urbanisés, développés, tout ça industrialisé. Alors, ne croyez-vous pas que les mesures, puisque parmi les solutions que vous avez soulevées, il y a l'autre qui est beaucoup plus plausible, que vous avez dit, donc la séquestration qui pourrait être biologique, donc au travers des plantes, des forêts et tout comme ça, ce qui est vrai. Donc, quand on va, par exemple, essayer insister sur la forestation, ça veut dire, si on a déforesté, bon, en tout cas, à un certain moment, il faut replanter les histoires qu'on a coupées. Est-ce que ne pensez-vous pas que ce genre de mesures sont prises au détriment de notre, on va dire, développement, en tout cas l'Afrique en entièreté, l'Afrique subsaharienne? Donc, si les gens doivent nous pousser peut-être à reconstruire notre forêt ou si pas, ou peut-être étendre nos forêts pendant que ils continuent dans les histoires de le développement et tout consort, la pollution, puisqu'on attend, il y a toujours des COP qui se font là-bas et qui ne respectent presque jamais. Alors, ne pensez-vous pas que c'est au détriment de nous et qu'à un certain moment, on devrait quand même, penser autrement, puisqu'en réalité, c'est vrai que nous sommes beaucoup plus vulnérables comparé à eux. Donc, si on doit faire face aux effets du changement climatique, c'est vrai, mais j'ai à un certain moment l'impression que ça nous pénalise à un certain moment. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Arana, pour votre question et préoccupation. Je pense qu'en résumé, ce que je peux dire de votre question, c'est que et ils émettent plus, et puis c'est nous qui exigent plus en termes de conservation. Bon, ça peut se voir comme ça, oui, c'est vrai, à un certain moment, ça peut être un peu, comment je vais dire, voir un peu injuste, mais je veux partir de la conclusion que vous avez faite. D'abord, c'est notre vulnérabilité. Voilà. Donc, on n'a pas des infrastructures, par exemple, en cas de problème, par exemple, des inondations des zones côtières, par exemple. On n'a pas d'infrastructures, par exemple, pour adapter à supporter certaines pressions. Par exemple, quand il y a la perte de la biodiversité, disons, par exemple, il y a nos populations autochtones qui vivent des feuilles pour, par exemple, se soigner. Et quand ces feuilles-là disparaissent, ça augmente leur vulnérabilité encore, par exemple. Tu vois? Alors, nous sommes une population, par exemple, qui vivons comme en RDC, beaucoup plus l'activité de l'agriculture pour toute la population, une affaire de 60 ou 70%. Alors, il y a tous ces problèmes-là que le changement climatique peut apporter à, à créer, par exemple, une dégradation générale des terres agricoles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Alors, il y a, par exemple, la forêt. C'est vrai, on peut se dire qu'on a déjà assez de forêts en RDC, mais c'est à prendre au cas par cas. On peut avoir beaucoup de forêts, mais on a coupé là où la zone est plus fragile, par exemple aux inondations. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut replanter parce que quand il y aura ce genre de problèmes, bien qu'on a beaucoup de forêts, mais la population là-bas va souffrir. Alors, aussi, il y a une autre perspective, c'est que c'est vrai, les responsables, ils sont, en termes d'émissions, en tout cas, c'est pas nous, ils sont ailleurs. Euh, mais nous subissons tous les conséquences et nous avons la solution. Donc, que les autres peuvent bénéficier. C'est pourquoi, à un certain moment, il pourrait y avoir une bonne rémunération. C'est là que dans la question précédente, on a parlé de l'argent, voilà, qu'on pourrait rémunérer par hectare. Ce sont là les discussions qu'on peut faire sur les trucs comme les COP, comme tu disais. Donc, on dit, par exemple, en RDC, comme on a beaucoup de forêts, et on ne les coupe pas, parce qu'on aimerait aussi les couper, par exemple, pour tracer les routes, construire les hôpitaux. Mais comme on va les garder, alors vous devez nous payer en conséquence. Vous devez nous rémunérer en conséquence.
Donc, ce sont effectivement là des décisions qu'il faut prendre pour que ceux qui ont pollué puissent aussi vraiment participer aux mesures des restaurations, alors des conservations des écosystèmes qui sont encore intacts. Donc, c'est ça, c'est vraiment ça le débat qu'il faut faire. Mais le débat de dire on n'a rien à faire parce que on n'a rien fait du tout. Donc, c'est pas vraiment un bon débat parce que à un certain moment, les conséquences que nous allons subir vont être plus graves encore que ce que les autres vont subir dans les mêmes conditions. Donc, c'est ça en fait. Ok, Alors, Monsieur merci. Merlin, je voudrais, s'il Bonsoir. vous plaît, madame, si vous permettez. Oui. Oui, en fait, je voudrais à un certain moment, puisque les gens parlent que la jeunesse doit chercher à changer certaines histoires, donc je voudrais à un certain moment qu'on commence par ça, puisque forcément, il y a des gens qui suivent d'une façon ou d'une autre. Donc, j'aimerais ne pas dire que nous sommes vulnérables au sens qu'ils nous le disent, parce qu'en général, c'est devenu comme une maladie imaginaire. Tu as dit, tu viens de soulever un point que quand il y aura des inondations, nous n'avons pas des infrastructures pour contrer ça ou je ne sais pas, pour faire face à cela. Êtes-vous vraiment sûr que notre vulnérabilité, à part les histoires du climat, puisque les infrastructures, on peut en avoir, on peut en construire, on peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est la volonté peut-être politique, par exemple, puisque nous avons des ressources naturelles, nous avons tout. Je prends l'exemple de mon pays, je suis un Congolais, donc nous avons tout le potentiel nécessaire pour nous faire tout ce dont nous avons, que ce soit des infrastructures, que ce soit les histoires des systèmes d'alarme, donc tout ce qui est possible pour ça, nous pouvons le faire. Maintenant, si nous gardons notre posture là-bas de faible, que nous sommes vulnérables, alors nous sommes censés aller ou marcher dans ces chemins. Je pense que ça n'ira jamais ou ça ne va jamais marcher. Mais par ailleurs, si nous devons travailler sur nous-mêmes d'abord, donc nos potentiels, tout ce qu'on peut avoir, peut-être qu'à un certain moment, au lieu qu'eux-mêmes nous imposent le prix d'une tonne de carbone, ça sera maintenant à nous de leur imposer, puisque c'est nous qui avons, qui nous porte, bon, on va dire comment, c'est nous qui avons la commande, en fait. C'est dans ce sens. Donc, je voudrais qu'on puisse changer la posture là-bas de vulnérable et qu'on commence à travailler pour nous-mêmes, donc d'abord pour nous, et nous construire les infrastructures nécessaires pour faire face à ces histoires là-bas une fois que ça arrive, puisque nous avons les éléments nécessaires, nous avons des ressources, nous avons tout pour avoir ou pour nous construire des éléments ou des barrages, en tout cas pour éviter ces histoires là-bas. Nous avons tout. Donc, si on pouvait raisonner dans ce sens, peut-être que peut-être que ça pouvait quand même changer la donne au lieu de rester seulement dans la posture de faible, de vulnérable et tout consort. Bon, je voulais soulever seulement ça comme un point. Voilà, c'est fini. Merci pour votre ajout. Merci beaucoup. Oui, je m'appelle Sakajeka. Euh, Moi, je vous suis depuis l'Angola. En tout cas, je voulais juste dire, c'est une bonne initiative. C'est très bien. En plus, c'était très enrichissant. Voir Monsieur Merlin Chizungu parler par rapport à la séquestration du carbone. Je voulais juste vous dire que même ici en Angola, on vous suit. Et tout que vous faites, on est en train de suivre comme on est, comme la jeunesse. C'est toujours bonne initiative de faire des choses pareilles à ça. Et en plus, je voulais juste parler, juste comme commentaire, par rapport à Monsieur Anna. Il a posé même des questions par rapport à les COP, par rapport à les changements climatiques. Normalement, les autres, là, à l'autre côté, qu'on les appelle les Occidentaux, ils utilisent ça comme la musique pour nous parce qu'il y a toujours les réunions et quand on part là-bas, c'est juste pour nous imposer Parfois, c'est pour nous imposer leur agenda et nous, on doit seulement suivre ça. Mais c'est juste, je voulais dire que le changement climatique, c'est quelque chose de réel. Nous tous, on est en train de vivre et de voir ça. Et c'est juste à nous, comme la jeunesse, qu'on doit être conscient parce que normalement, quand ils viennent avec ce genre d'agenda comme les changements climatiques, c'est parce que normalement, on commence à découvrir beaucoup de pays, surtout en Afrique
qu'on a beaucoup de richesses, qu'on commence à découvrir les gisements de pétrole, des gaz. Et parfois, ils viennent avec ces genres d'agenda pour essayer de nous empêcher de nous développer. Et l'autre chose, je voulais juste dire que avoir la richesse, nous, on peut avoir la richesse, mais si on n'a pas la tête des gens qui peuvent exploiter ça et qui, on peut avoir, comme on peut dire, comme l'argent, c'est comme si on a juste quelque chose, mais on doit juste avoir des hommes euh, qui peuvent exploiter ça, nous-mêmes, comme les Angolais, les Congolais, Gabonais, comme les Rwandais, et éviter d'avoir des problèmes. C'était juste un peu ça que je voulais dire. Ok. Merci Merci, beaucoup merci pour votre beaucoup. très bonne Ouais. intervention. Merci. Je vois les mains levées, mais si l'audience me permet, j'ai une question qui me tient à cœur, donc j'aimerais la poser. Vous avez parlé, Monsieur Sizou, des séquestrations artificielles et vous mentionnez qu'il y a une controverse autour. Et donc, j'aimerais savoir pourquoi la controverse, quelles sont les limites, les limitations, les limites de ces séquestrations artificielles. Et ça, c'est ma première question. La deuxième question, qui est responsable de la mise en place de ces séquestrations artificielles? Est-ce que c'est l'État ou bien les industries, les organismes qui produisent ces émissions de dioxyde de carbone? Voilà, merci beaucoup, Laetitia, pour la question. Alors, tout ce que je peux dire d'abord, c'est que d'abord, la première limitation, par exemple, vous allez comprendre que il y a toujours des doutes sur la stabilité de ces réservoirs. Parce que, comme on dit, par exemple, on va les mettre dans les aquifères profonds des océans, par exemple, ou alors même la terre. Les aquifères salins beaucoup plus. Euh, on va les mettre, par exemple, dans des zones où alors il y avait du charbon et qui ne sont plus exploitables, tout ça, en profondeur. Mais alors, comment se rassurer que ça sera stable pour beaucoup de temps? Parce que aussi, il y a le problème, c'est que quand ça s'échappe, ça crée encore beaucoup plus de problèmes que ce que ça a été avant. Alors, il y a cet aspect-là. Alors, il y a une littérature que j'avais lue, je pense, où on disait que euh, souvent, en moyenne, la séquestration, c'est autour de 20 ans, que ça peut être, que les réservoirs artificiels peuvent être considérés comme fiables. Et pourtant, la séquestration, c'est veut être un truc qu'il faut dire à un temps indéterminé. Donc, on aimerait séquestrer pour 10 000 ans, 50 000 ans. Alors, pourquoi investir beaucoup d'argent pour un truc qui va faire peut-être 20 ans, 100 ans, et puis amener beaucoup plus de problèmes que ce que ça a été? Donc, il y a tous ces aspects. C'est pourquoi, par exemple, les groupes d'experts intergouvernementaux d'études du climat, on va dire que le plus important, c'est vrai, on peut parler à ça parce qu'il y a des carbones qu'on ne peut pas peut-être savoir vraiment déstocker, s'il faut dire comme ça. Et on peut peut-être penser à ce genre de processus. Mais le plus grand, donc, c'est miser sur, par exemple, l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, l'utilisation des énergies renouvelables, par exemple. Parce que on sait que ce sont des processus qui permettent de diminuer beaucoup plus les émissions. Plutôt que de chercher peut-être des problèmes qui sont plus complexes, des solutions plus complexes qui ne seront pas en mesure de répondre vraiment à la préoccupation comme on peut le vouloir. Donc, c'est en fait ça la controverse autour. Et comme je l'ai dit, il y a l'aspect environnemental. Il y a des choses aussi qu'on ne sait pas prévoir. Une fois ça explose là-bas, qu'est-ce que ça deviendra? Ce sont des conséquences qu'on ne veut pas faire face. Alors, au mieux, bon, pour ne pas dire arrêter, mais essayer un peu de les faire, mais avec un peu plus de réserve. Alors, euh, pour ce qui est des acteurs, je pense ça peut être un programme étatique, par exemple. Il y a les pays comme la France qui ont des programmes dans ce genre. Alors, qui peuvent essayer peut-être de subventionner peut-être des industries ou alors des individus qui vont mettre en place des îles, des compartiments,
de séquestration de carbone. Ça peut être un programme gouvernemental, comme je l'ai dit. Ça peut être un programme individuel au niveau, par exemple, de certaines industries qui peut être, par exemple, purement économique. Tu peux savoir, j'ai peut-être la possibilité de séquestrer 10 tonnes ou alors 10 milliards de tonnes de carbone. Comme ça, les gens qui émettent vont commencer à me payer pour que moi, je les aide à séquestrer ce ils ont émis, par exemple. Donc, ça peut être un truc purement économique, entrepreneurial, qui est dans ce sens. Donc, ça dépend. Il y a plusieurs acteurs. C'est une question, je crois, de Grabel Sungaou qui dit, possible de nous préciser de grands ou de graves dangers que nous parcourons quand avec la séquestration de carbone en RDC, comment sensibiliser la population locale, surtout celui de la RDC en particulier? Donc, est-ce qu'il y a des dangers? Voilà. Alors, il y a les grands dangers d'abord, parce que vous savez que nous, en RDC, parce que je suis aussi de la RDC, donc le pays est renfermé, continentalement renfermé. Donc, il y a juste une petite partie qui va vers l'océan. Donc, nous, tout ce qu'on a, par exemple, pour séquestrer le carbone, c'est nos forêts. Alors, si vous avez vu sur certains graphiques que je présentais, il y a beaucoup, donc il y a, là, on montre que les forêts sont beaucoup plus coupées en RDC. Et la RDC est parmi les 10 premiers pays qui perdent leur forêt dans le monde actuellement. Voilà. Donc, bon, bien que aussi c'est lié aussi à la superficie. Parce que si vous avez 2 hectares et vous coupez 1,5, et moi j'ai 10 000, mais je coupe 10, c'est les 10 qui sera plus grand que les 1,5. Mais en termes de taux, c'est toi qui as beaucoup coupé. Donc, ce sont des trucs comme ça. Mais nous, on perd beaucoup plus de forêt en RDC. Alors, ce qui fait que la séquestration de carbone est en danger pour ce qui est des écosystèmes de la RDC. Alors, je pense que le message qu'il faut apporter au peuple autochtone, parce qu'à un certain moment, tu vas aller parler de séquestration de carbone, ils ne vont pas comprendre c'est quoi la séquestration de carbone. Mais peut-être il faut aller dans le sens de leur montrer l'importance de la forêt pour eux. Disons, par exemple, il y a des communautés qui font des rituels dans les forêts. Il y a des communautés qui vivent, comme j'ai dit, il y a des médicaments spécifiques pour eux. Par exemple, pour qu'une femme enceinte, avant de donner naissance, elle doit, par exemple, prendre cette plante. C'est culturel. Alors, il y a ces genres de débats que maintenant, on va partir avec eux pour leur montrer que cette forêt, elle est bonne pour nous, elle est bonne pour vous, elle est bonne. Donc, quand tu parles avec des gros mots comme ça, genre, il faut améliorer la séquestration des carbone de forêt, tu vas te dire, moi, ça m'apporte quoi? Mais il faut vraiment aller spécifiquement sur le terrain et comprendre quel est le contexte de cette communauté que tu veux sensibiliser. Et après ça, il faut étudier les mécanismes de sensibilisation qui partent dans leur propre intérêt. Et c'est comme ça que on peut adapter un débat pour leur permettre aussi de participer. Voilà. Parce que aussi, il y a d'autres problèmes. Il y a des communautés qui vivent depuis des milliers d'années, bon, ou alors des centaines d'années dans ces forêts-là. Voilà. Alors, il y a par exemple le problème de mise en place des aires protégées, qui a toujours été un problème dans plusieurs régions du monde. Alors, on va commencer à leur dire, par exemple, vous allez quitter la forêt parce que nous, on va faire ça une aire protégée pour protéger les gorilles. Par exemple. Lui, il va dire, moi, je suis là avec mes enfants, j'étais né ici, tout ça, tout ça. Et c'est comme ça que les gorilles deviennent maintenant importants aujourd'hui. Non, il ne va pas accepter. Mais il faut avoir un débat quand même qui est compatible avec eux. Mais aussi, à part les débats, il faut amener autre chose, des moyens, des compensations pour leurs moyens de subsistance. Par exemple, lui, il coupe la forêt pour faire payer les études à ses enfants. Si tu as un projet, par exemple, pour payer les études aux enfants, on peut espérer qu'il va diminuer les coupes de forêt pour aller vendre et payer les études. Donc, ce sont des débats qu'il faut voir au cas par cas, en tout cas. Ça peut marcher ici et ne pas marcher ailleurs. Mais l'idée, c'est de l'adapter aux conditions de la zone, en fait. Voilà. Ok. Je vais prendre le temps de lire un commentaire et une dernière question dans le chat box. C'est Monsieur Justin Louvago qui dit, afin d'optimiser la séquestration des carbone et la lutte contre la déforestation, il est important d'intégrer les approches agroécologiques, chose que le projet RED et RED
plus n'intègrent pas dans leur approche. Je pense que l'agroécologie est l'approche qui pourra nous permettre de sauver les forêts du bassin du Congo. Et je vais lire une question dans le chat box. Ça, c'était juste un commentaire. C'est Monsieur Obi qui dit, étant donné que la séquestration de carbone est liée à la surface d'une forêt, mais aussi à la quantité produite par cette dernière, alors comment peut-on en estimer la quantité de carbone produit sur une surface donnée? Y a-t-il une formule pour faire cette estimation? Voilà. Alors, peut-être je vais d'abord revenir au commentaire de Justin Louvago. Alors, juste pour dire que normalement, le projet RED, dans son ensemble, dans sa conception, ça intègre les aspects de l'agroforesterie, les aspects de la... Parce que vous allez voir, en fait, en tout cas, les trucs genre, comment, à- ou alors agroécologique, c'est ce qu'il a dit. Donc, il y a par exemple des trucs d'agroforesterie, tout ça, qui sont intégrés dans des projets RED. Mais je me réserve de commenter par rapport à lui directement, parce que je ne sais pas par rapport à quel cas spécifiquement il parle. Peut-être dans le milieu où il y a cet aspect qui manque et c'est vraiment mauvais parce que normalement, l'agriculture, ça fait partie des grands problèmes de l'Afrique. Donc, l'agriculture des subsistances, pour être précis, et qui a beaucoup de problèmes et a besoin vraiment des efforts écologiques combinés aux efforts agricoles pour maximiser ça. Et c'est toujours intégré dans des projets RED. Voilà. Alors, pour la question suivante, maintenant, ce que je sais, bon, c'était un peu philosophique peut-être, mais l'idée, c'est quoi en fait? Comme je l'ai dit, ça dépend du niveau lui-même où tu veux étudier ton stock de carbone. C'est vrai, les stocks de carbone, c'est par unité de surface en fait. Et ça se mesure toujours en unité de surface. On va dire par exemple, la forêt X séquestre autant de tonnes par hectare dans la biomasse ou dans la, dans le sol. Alors, ça s'est fait effectivement, soit par la généralisation, comme je l'ai dit, les niveaux 1 des IPCC, on va faire des généralisations. Par exemple, on va dire, ça, c'est telle catégorie de forêts. Ce sont des forêts, ce sont des plantations forestières d'eucalyptus. Il y a déjà des données sur ces aspects-là. On dit, par exemple, ça séquestre en moyenne, disons, euh, 70 tonnes à l'hectare. Alors, si tu as 100 hectares, tu fais fois 70. Tu trouves ce que ta forêt séquestre. Alors, mais si tu veux y aller en étant beaucoup plus précis, tu vas aller par des méthodes d'inventaire, en fait. Alors, si ce n'est qu'un seul hectare, en un jour ou deux, par exemple, tu peux vraiment faire l'étude de ta végétation et parvenir à savoir ce que tu séquestres. Mais si on estime que c'est une forêt purement homogène, on va faire certains inventaires qui peuvent te permettre statistiquement de conclure sur ta forêt. Alors, euh, si tu vas faire, par exemple, 100 hectares, et par rapport à l'homogénéité de ta forêt, tant sur le plan de la biomasse, les sols, je ne sais pas, tout ça, et ça dépend de la partie que tu veux estimer. Alors, tu vas seulement après les analyses, parce que tu vas faire, par exemple, des inventaires, sur les 100 hectares, tu peux prendre peut-être 50, 10. Ça dépend du niveau d'efficacité de ton stats, mais aussi des moyens que tu disposes. Tout ça, tu vas combiner ensemble pour savoir à quelle échelle tu peux te limiter. Et après, tu peux décider. Mais souvent, comme c'est pourquoi on dit des estimations, parce qu'on ne sait pas exactement c'est combien, mais on estime. Alors, tu vas estimer avec une erreur statistique où tu vas dire, par exemple, à un seuil X, à un niveau d'erreur X, j'ai trouvé que mes forêts séquestrent 500 tonnes à l'hectare. Voilà. Et là, tu dois vraiment donner spécifiquement tous les détails sur les analyses que tu as faites ou alors la démarche que tu as faite, la méthodologie, pour convaincre ceux qui vont te lire que vraiment cette forêt peut séquestrer ça. En se basant effectivement sur, en se basant effectivement sur les principes généraux. Voilà. Ça.